Oui, bonjour à tous. Je pense qu'on va maintenant commencer la conférence. Donc, je me présente, je suis Florie Mazorana, vice-présidente de l'Association des anciens des mines de Paris. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir et qu'on a au nom de l'association le plaisir d'inviter le docteur Bassem Kamar, euh, qui est actuellement CEO de GFIC, qui va nous parler des méthodologies du FMI qu'il connaît bien sur l'évaluation des dettes publiques. C'est un sujet brûlant, d'actualité, qui nous intéresse tous à plus d'un titre. Pour le présenter à quelques mots, mais je te laisserai te présenter également. Bassem a été consultant, donc conseiller au FMI, et a travaillé sur les méthodologies d'évaluation de la dette publique, et c'est ça qu'il va en partie nous partager. Il a également été chef économiste à la BERD pour la région Moyen-Orient, puis chef économiste pour la Banque centrale des Émirats arabes unis, aujourd'hui les CEO de GFIC. Voilà bon, je donne la parole à Bassem. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux et merci beaucoup à Florie et aux mines pour m'avoir invité aujourd'hui pour parler éventuellement donc, de cette problématique qui est certainement d'actualité et très intéressante. J'ai mis mon CV pour en savoir un peu plus. C'est vrai que pendant les 15 dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur les prévisions économiques. Notamment donc, quand j'étais chef économiste à la Banque centrale, mon travail était de faire des forecasts, des prévisions pour les 5 années à venir, pour pas mal d'indicateurs, pour les 10 années à venir. Et ce sont ces prévisions-là qui vont déterminer, pour n'importe quel pays, le niveau de la dette. Donc vraiment, tout dépend de qu'est-ce que l'économiste va dire par rapport aux prévisions. Et nous allons voir que les prévisions peuvent varier d'un économiste à un autre, d'un centre comme le FMI qui va vraiment faire ses propres analyses. Et on va voir pourquoi les prévisions du FMI, à mon sens, sont un peu trop optimistes. Si on les suit, on risque d'avoir des résultats qui peuvent être un peu biaisés, qui peuvent nous donner des prévisions d'une dette qui n'est pas la meilleure. Et pourquoi les pays se doivent obligatoirement de faire leur propre devoir, on va dire, de faire des prévisions beaucoup plus réalistes, avoir plusieurs scénarios, notamment des scénarios un peu plus pessimistes. On a vu que dans le monde, il y a pas mal de crises récurrentes qui se suivent les unes après les autres. Et donc, être un petit peu dans le pessimisme quitte à avoir des résultats meilleurs que prévus, c'est certainement bien meilleur que d'avoir des prévisions optimistes qui s'avèrent notamment donc pas tout à fait réalistes. Donc, nous allons commencer par quelques définitions. Hein. On va voir un peu le niveau de la dette mondiale, où on est, les définitions et les concepts de ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette ou la soutenabilité budgétaire. La méthodologie, donc le modèle que le FMI utilise et la plupart des pays utilisent pour déterminer la viabilité de la dette à moyen terme. On va voir la problématique liée à cet optimisme et on prendra des cas d'études pour voir éventuellement qu'est-ce que ça donne quand on a des prévisions trop optimistes et comment éventuellement on peut corriger ça en introduisant d'autres scénarios. On passera ensuite en revue un certain nombre de pays développés et en développement pour voir un état des lieux et voir au jour d'aujourd'hui quel est le niveau d'endettement, quelles sont les prévisions de la dette pour les 5-7 années à venir et aussi quel est le degré d'optimisme dans les prévisions. Ça va être un peu intéressant. Et puis à la fin, donc, on va discuter ensemble de comment on peut réduire la dette. C'est la question qui va préoccuper un peu tout le monde. Donc la dette. Lorsqu'on regarde au jour d'aujourd'hui, au niveau mondial, par groupe de pays en 2025, on s'aperçoit que donc c'est les pays développés, les advanced economies, les pays de G7, qui arrivent en tête en taux d'endettement par rapport au PIB qui est à 126,5%. Les pays développés en général arrivent en deuxième lieu avec 111%. La zone euro, ensuite, à 88,4%. Mais comment on peut s'imaginer que les pays développés, les advanced economies, ont eux une grande partie de la zone euro, se demandent d'où viennent les 126 et les 111 par rapport aux 88,4. Et nous allons voir en fait que certains pays, notamment le Japon,
a un taux d'endettement extrêmement élevé, ce qui fait que si on prend la moyenne des pays avancés, donc on peut avoir une moyenne trop élevée et que la zone euro à 88%, ce n'est pas excellent, mais ça reste moins que d'autres pays avancés, comme nous allons le remarquer. Mais quand on compare ça à 2005, il y a à peine 20 ans, on s'aperçoit au fait que la dette a augmenté d'environ 50%. En 20 ans, c'est quand même énorme. Normalement, on a des pactes de stabilité, on s'attendait à ce qu'on reste autour, notamment en Europe, mais dans les pays développés en général, aux alentours des 60%. Ce n'est pas que 80% est un problème en soi. C'est pour ça qu'on parle toujours pas du taux d'endettement, mais de la soutenabilité de la dette. Donc le Japon, avec 200% de dette, elle est soutenable, la dette. Ils n'ont aucun problème à la rembourser. Le souci ici, c'est si on dépasse un certain seuil et qu'on commence à avoir des problèmes de service de dette et de devoir se réendetter pour servir la dette continuellement, là, on peut avoir des problèmes d'endettement et ne pas savoir comment gérer. Mais on va voir ensemble toutes ces définitions. Et donc là, si on regarde par pays, donc on voit que le Japon a 248%. Singapour, il a un taux d'endettement relativement élevé. La Grèce, l'Italie, les États-Unis à 124%, c'est quand même très, très, très important. Et la France arrive en 10e place avec 115% de taux d'endettement par rapport au PIB, qui est trop élevé par rapport à ce que la France aspirerait, voudrait avoir. Nous allons voir d'où ça vient. La Cour des comptes a publié un rapport il y a quelques jours qui est excellent, donc qui explique aussi pourquoi on est là, mais surtout comment faire pour pas que la situation se détériore davantage. Donc, c'est pour ça qu'on appelle que la vraie question n'est pas le taux d'endettement, parce qu'on a vu que le Japon est fortement endetté, mais la soutenabilité, la viabilité de la dette. Donc, qu'est-ce qu'on entend dire par là? Donc, on dit que la dette est considérée comme viable si le pays est en mesure de faire face à ses obligations futures et courantes. Donc, on parle toujours de l'avenir, hein, elle est viable dans l'avenir. Au titre du service de la dette, sans devoir recourir à un ajustement considérable de l'équilibre entre ses revenus et ses dépenses. Et c'est là où la problématique réside. Hein. Vous savez, quand vous avez un taux d'endettement de plus en plus élevé, le corriger, c'est difficile. On va augmenter les taxes, c'est jamais populaire, c'est pas bon pour l'économie. On va couper les dépenses. Quelles dépenses? Au niveau social, c'est pas acceptable. Donc c'est vraiment, ça devient très compliqué. Dans des ajustements considérables, ça veut dire que oui, on a un problème de viabilité de la dette. À l'accumulation d'arriérés, hein, certains pays juste ne payent pas, hein, accumulent des arriérés de dette, recours à des rééchelonnements de la dette ou à une annulation de la dette. On a vu le cas de la Grèce notamment. Tout ça explique que la dette n'est pas viable, n'est pas soutenable à moyen terme. Et donc, au fait, on voit que la dette devient insoutenable lorsqu'elle s'accroît dans des proportions excessives telles que l'État ne puisse plus assurer son remboursement. Donc là, on vient avec cette analyse de la viabilité de la dette. Hein. C'est un concept qui a été introduit par le FMI et développé et publié pour tous les pays du monde dans ce qu'on appelle l'article 4, le rapport d'article 4 du FMI. On a un chapitre qui parle de la viabilité de la dette. Et ça évolue, en fait, les modes de calcul et les différents types de prévisions, les chocs qui sont introduits évoluent avec le temps pour pouvoir donc s'adapter aux réalités du monde. Donc, parmi donc cette viabilité de la dette, elle permet de savoir si les politiques économiques mises en œuvre ou envisagées seront en mesure de servir la dette à moyen terme. Ou est-ce qu'on va devoir avoir recours à des négociations ou de retard de paiement ou à des mesures d'ajustement économique coûteuses en termes politiques ou en termes sociaux? Ça fournit une double analyse du profil de la dette, donc en termes de flux et en termes de stock. Ça permet aux décideurs d'identifier les secteurs économiques qui sont responsables de l'accumulation excessive de la dette
Et donc, avec des chocs divers, ça permet de calibrer les différents types de risques et avoir des scénarios éventuellement pour l'avenir, pour savoir comment la dette va évoluer sous certaines conditions, notamment dans les pays, par exemple, en développement, mais on va pas parler de ça en profondeur aujourd'hui. Les risques de change ont un impact très important sur la dette. Donc, on introduit des chocs de change pour voir dépréciation de la monnaie, comment elle va avoir un impact sur l'avenir de la dette. Donc, pourquoi cette analyse est-elle importante pour tous les pays? Une dette élevée accroît le coût de l'emprunt. Plus on est endetté, plus on devient un pays à risque, plus le coût même de l'emprunt d'intérêt devient élevé. La dette élevée, on doit la financer. Donc, le financement de la dette, puisqu'on parle de financement sur les marchés privés, à travers les banques. Donc, il y a un effet d'éviction de l'investissement privé. Donc, ça pénalise l'investissement privé. Ça accroît les risques de dette, des crises bancaires. Si, au fait, on faillit au remboursement de la dette, et on a dit comme un pays, par exemple, comme au Liban, qui avait un endettement très fort, le fait d'avoir eu une crise de dette a eu un impact sérieux sur le secteur bancaire. Donc, il y a un lien, on parle souvent des crises jumelles, crises de change et crises bancaires, mais aussi il y a les crises de dette qui ont un impact sur les crises bancaires et éventuellement sur les crises de change également. Plus on est endetté, moins on a la possibilité pour le gouvernement d'avoir des politiques budgétaires qui pourraient éventuellement être contracycliques. Imaginez-vous que si on avait un taux d'endettement trop élevé comme aujourd'hui, et puis on a une crise comme la crise Covid qui va nécessiter des dépenses budgétaires très importantes, d'où on va trouver les financements. Donc, plus on est endetté, moins on aura la possibilité d'avoir recourir à des politiques budgétaires contracycliques. Et puis, on peut rentrer dans un cercle vicieux. Plus on s'endette, plus on va emprunter, on va avoir des taux d'intérêt et des remboursements de la dette trop importants. Ça devient un des postes les plus importants au jour d'aujourd'hui dans les dépenses de la France, par exemple. Et donc, on va avoir plus de déficit, donc plus d'emprunts, donc plus de dettes. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux dans lequel on emprunte et on a plus d'intérêts et on a plus de déficit, et ainsi de suite. Donc, comment on peut estimer cette soutenabilité budgétaire ou la soutenabilité de la dette publique? On cherche à voir est-ce que le processus d'endettement, est-ce qu'il est explosif, est-ce qu'il va augmenter à travers le temps, ou comment on peut stabiliser le niveau de la dette, voir comment on fait pour éventuellement réduire le taux d'endettement pour revenir à des taux voulus par le gouvernement et éventuellement dans le cadre d'accords régionaux comme l'Union européenne pour revenir à des règles, à des normes que les différentes parties se sont fixées. Donc, on va commencer par regarder donc, les abréviations du modèle qu'on va voir. Donc, il y a un petit peu de modélisation. On va voir un petit peu le modèle. Pas très compliqué. Donc, quand on a un grand D, c'est le stock de la dette. PB, c'est le solde primaire, primary balance. Donc, c'est comme ça, en fait, que c'est écrit dans les manuels du Fonds monétaire. Donc, les flux non créateurs de dette. R, taux d'intérêt réel. Petit p, taux d'inflation. Petit g, taux de croissance du PIB. Grand P et grand Y, c'est le PIB nominal, hein, donc c'est le produit des prix multipliés par les quantités étant le PIB réel, Y. P, l'indice des prix, le déflateur du PIB. Et petit i, le taux d'intérêt nominal. Donc ça, ce sont les abréviations. On va encore une fois revenir dessus quand on regardera le modèle. Donc le modèle, simple, la dette autant T, c'est la dette d'hier, multiplié par le taux d'intérêt qu'on va payer sur la dette, 1 plus le taux d'intérêt, moins l'excédent primaire ou la balance primaire du budget de l'État. Sans le taux d'intérêt, hein, donc la balance primaire par rapport à la balance budgétaire, c'est la balance budgétaire moins les paiements en taux d'intérêt, parce qu'on les a déjà sortis dans la première partie de l'équation, plus les flux non créateurs de dette, éventuellement des privatisations, par exemple, qui pourraient éventuellement venir aider au remboursement de la dette. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui, donc on va considérer que cette partie est égale à 0 et on va se focaliser sur le déficit budgétaire
d'un côté, son impact et quelles sont les variables qui vont influencer l'évolution de la dette. Et comme on parle de la dette par rapport au PIB, donc on va diviser toute l'équation par rapport au PIB, donc on va avoir PY à gauche, donc on va avoir après ça petit d étant donc le taux d'endettement par rapport au PIB. 1 plus le taux d'intérêt. Donc, on divise l'équation du haut, en fait, par le PIB. Et donc, on a 1 plus l'inflation, taux d'inflation, taux de croissance. Et donc, vous pouvez, juste rien que par cette équation, commencer à vous dire quelles sont les variables qui impactent vraiment l'évolution du taux de la dette par rapport au PIB. Si on a un taux de croissance élevé, G est élevé, donc les dénominateurs vont croître rapidement. Si D croît de manière inférieure à cela, donc éventuellement la dette va baisser. Donc c'est pour ça que la croissance est très importante. Et la croissance, on parle de la croissance des 5 prochaines années. On fait des prévisions. Hein. Donc si on est optimiste par rapport à la croissance, automatiquement, artificiellement, on s'attend à ce que la dette va baisser. Si on est réaliste, on va avoir un taux d'endettement plus élevé à moyen terme, et ainsi de suite. Donc la croissance va jouer un rôle très important. Mais on a aussi l'inflation, on parle de PIB nominal, donc il y a la croissance économique, mais on a aussi l'inflation, le déflateur. Et là, pareil, plus l'inflation est élevée, moins sera importante la dette. On divise par l'inflation. Donc éventuellement, certains pays vont dire, bon, si on laisse un peu échapper l'inflation, c'est un moyen artificiel de réduire le taux de la dette, par rapport au PIB. Mais bien entendu, on a donc le déficit budgétaire primaire qui, lui, reste très, très important dans la gestion de la dette, dans la stabilisation de la dette, compte tenu de nos prévisions par rapport à la croissance et par rapport à l'inflation et par rapport au taux d'intérêt qui prévaut sur le marché. Plus le taux d'intérêt sera élevé, plus éventuellement le refinancement de la dette existante va être élevé et le financement de la nouvelle dette va être élevé. Donc, le taux d'intérêt va aussi jouer un rôle très important dans la dynamique de la dette. Donc, le petit d, ça va être donc la dette par rapport au PIB, qui est fonction, comme on l'a dit, du déficit budgétaire, du taux de croissance, du taux d'intérêt réel, qui va être un intérêt nominal divisé par l'inflation. Donc, taux d'intérêt réel. Et en fait, si on regarde juste par rapport à la construction de l'équation elle-même, si le taux d'intérêt réel est supérieur à la croissance économique, automatiquement, on va avoir une dette qui explose. Par contre, c'est un taux d'intérêt réel qui est inférieur à la croissance économique, donc la dette va se résorber et donc va converger. Donc on regarde très souvent, on regarde seulement quelques petits indicateurs, taux d'intérêt nominal, inflation, taux de croissance, pour avoir une idée, est-ce que c'est explosif ou est-ce que éventuellement ça reste sous contrôle. Ça, c'est le modèle de base. Donc, les variables les plus importantes qui déterminent la dette, niveau de taux d'intérêt et de croissance réelle, le solde du ratio primaire par rapport au PIB, donc le solde du budget, solde primaire du budget. Dans certains pays, lorsqu'il y aurait une dette libellée en devise, le taux de change certainement va aussi avoir un impact. Donc, ça, ce sont toutes les modélisations que nous avons vues. Vous savez, en général, quand on arrive au FMI, qu'on voit ce type d'équation, que c'est sur une page, hein, donc on en dérive sur une page, on se pose la question tout le temps, est-ce qu'ils ont pas fait une erreur par-ci? On refait les calculs. Et non, en fait, non, il n'y a pas d'erreur, tout est, tout est parfait. Et donc, ça sert aussi à guider les différents gouvernements sur quels sont les moyens de stabiliser la dette, quel type de solde primaire on devrait avoir compte tenu d'un certain taux d'intérêt, certaine inflation et un certain taux de croissance estimé. Donc ça, ce sont des exemples numériques pour voir éventuellement donc si on arrive à faire les calculs. Donc le dette par rapport au PIB est de 50%, taux d'intérêt nominal 14, taux de croissance réel 4, taux d'inflation 4,3, solde primaire moins 2,7. Est-ce que la dette a une trajectoire explosive ou pas? Donc, je m'adresse à l'audience. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi elle serait explosive? Pourquoi je dis oui? Vous dirais que supérieur de croissance? Absolument.
Donc, quand on regarde I déflate, donc déflaté par l'inflation, ça reste supérieur à la croissance. R est plus grand que G. Et du coup, donc, oui, on a une dette explosive et éventuellement, donc, pour stabiliser la dette, on ne devrait pas avoir un solde primaire déficitaire de 2,7, mais au fait, on devrait avoir un solde excédentaire de 1,45. Donc, ça aide éventuellement le gouvernement à dire, bon, ben, normalement, je devrais avoir ça comme cible compte tenu des autres facteurs que j'ai dans l'économie. Là, je fais une petite critique par rapport aux méthodologies du FMI, comme je vous ai dit. Donc, on va d'abord expliquer en quoi consiste la méthodologie. On a vu l'équation elle-même qui est utilisée. Ce que le FMI fait, il va regarder toutes les données qu'on peut avoir et il va commencer à élaborer un scénario de base, le baseline scénario, dans lequel il a les prévisions pour les 5 prochaines années de la toute croissance, de l'inflation, des différentes dépenses, des différents... Donc, il fait vraiment les forecasts. En général, le macro framework du FMI, il contient environ 1000 chiffres. Donc, on essaie de vraiment faire des analyses, des prévisions pour tous les chiffres pour arriver à quelque chose de cohérent qui va être le baseline. Ensuite, on a des chocs qui sont éventuellement introduits. On peut avoir d'autres scénarios qui vont se dire, bon, ce sont les prévisions du FMI, mais imaginons que l'économie continue à évoluer comme dans le passé. Il n'y a pas de changement. Le taux de croissance moyen qu'on a eu pendant les 10 dernières années va être le même plus ou moins dans les années à venir. Donc, le taux d'intérêt va être plus ou moins le même que la moyenne des dernières années. Donc, on a différentes approches pour estimer tout ça. Donc, on a les données qui sont publiées régulièrement dans le World Economic Outlook, mais surtout dans l'article 4 pour chacun des pays, dans lequel il y a vraiment le détail de tout ce qu'ils ont pris en compte comme prévisions qui vont rentrer en compte, entre autres, pour la détermination du taux d'endettement. Donc, on regarde, on analyse au fait les différents composantes, on regarde le comportement là, par rapport au PIB. Là, on va voir quelques exemples pour les années à venir. Je pense qu'on peut regarder aujourd'hui jusqu'à 2031, 2032 par rapport aux prévisions du FMI. Donc, ça inclut les entreprises publiques et les gouvernements locaux. Donc, ça identifie les différents éléments qui contribuent à l'évolution de la dette, le déficit primaire, ce qu'on a démontré dans l'équation. Ça effectue des tests de sensibilité et de tension. Par exemple, on va simuler un choc qui est une déviation standard dans le PIB. Que se passerait-il si on a une déviation standard dans le taux d'intérêt, et ainsi de suite. C'est très standardisé. Et ça, c'est un des éléments que je n'aime pas trop dans le modèle du FMI, parce que ça peut ne pas trop s'appliquer au pays en question, hein, mais c'est très facile pour l'économiste qui travaille au FMI de prendre le même template avec les mêmes chocs appliqués à n'importe quel pays. Il bouge d'un desk à un autre, il travaille sur l'Argentine, il va bouger de travailler sur la France ou sur l'Allemagne. Il va le même modèle avec les mêmes chocs, avec tout est standardisé. D'accord? Alors que dans le pays, on peut vraiment ajuster, affiner tous ces chocs et mettre des chocs qui sont tout à fait pertinents par rapport au pays. Soit qu'on reconnaît par rapport au passé ou au passé récent, soit en imaginant des scénarios. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de la fin de la guerre en Ukraine, par exemple. Ça, c'est un cas qui n'est pas disponible dans le cadre du FMI, mais qu'on peut simuler. On dit quel pourrait être l'impact de tel ou tel choc. Et du coup, on a des scénarios qui sont beaucoup plus proches de la réalité de chaque pays. Okay? Donc ça, ce sont les méthodologies, c'est notre base historique, donc les changements, scénarios sans changement de politique. Sans changement de politique, c'est parce qu'au fait, le FMI, quand il fait ses prévisions de scénarios de base, et c'est ça le biais optimiste duquel je vais parler, il s'imagine que les pays vont appliquer les recommandations du FMI. Donc, au fait, si les pays écoutent bien les conseils du FMI et mettent en place ce changement de politique, si en France on fait certaines réformes, ou en Allemagne certaines réformes, ou en Égypte certaines réformes, le résultat, dans le scénario de base, sera. Mais très souvent, la réalité, la vérité, n'est pas la même. D'accord ?
Donc, on va regarder un petit peu. Donc, ça, ce sont les projections de moyen terme. On va regarder juste quelques petits exemples, c'est beaucoup plus illustratif. Ça vient de publications du FMI lui-même. D'accord? Donc, à un certain moment, ils ont évalué est-ce que leur prévision tient la route ou est-ce qu'elle est optimiste? La ligne noire foncée là, c'est la dette vraiment comme elle est. Hein. Donc, c'est année par année. En 98, c'était donc à ce niveau de, on va dire, 37-38 degrés. En 2001, c'était au niveau de, par exemple, 48-49 degrés, 49%. Vous voyez un peu l'idée? Donc, la ligne noire foncée, ça, c'est la dette. Là, c'est la publication qui a été faite en 1998, dans laquelle le FMI prévoyait que la dette allait baisser à environ 32%. En 2000, la dette serait de 32%. Mais en 2000, la réalité était que la dette était de 48%. Pareil, hein, dans chaque fois que le FMI, vous voyez, hein, dans toutes ces lignes, ce sont les publications du FMI par rapport là, à l'année 2000, on pense que la dette va se stabiliser. Ben non, en fait, la dette est plus élevée, et ainsi de suite. Pareil pour le Brésil, la dette va baisser. Ah non, non, la dette, en fait, effectivement, est beaucoup plus importante, beaucoup plus élevée. En 96, le meilleur scénario était que la dette, pareil, vers 2001, allait être au niveau de 30%. Ben non, en 2001, la dette était de 48-49%. Donc, ça révèle à quel point cet optimisme est très dangereux. Et ça, c'est le FMI qui s'en est rendu compte de lui-même. Là, on regarde le Liban. Là, pareil, hein, quand vous regardez les lignes des prévisions du FMI, à chaque fois, on pense que la dette va se stabiliser, va baisser. Mais non, en fait, la dette explose. Elle arrive à des taux inimaginés de 170%, par exemple, alors que c'était bien plus bas. Pour la Turquie, la même chose, donc vraiment, et du coup, ça nous a poussé, nous, à un moment donné, avec ma co-auteure, ma partenaire et mon épouse aussi, Damiana, de travailler sur un papier qui s'appelle Beyond the Optimistic Curves, a New Multi-Scenario Approach to Debt Sustainability Assessment. Donc, on s'est dit, bon, puisqu'il y a un problème d'optimisme, comment on peut le régler? D'accord? Et pourquoi on a décidé à ce moment-là précis, c'était en 2014-2015, quand ça a été publié, mais on a commencé à travailler dessus un an ou un an et demi avant. Pour un petit rappel historique, vous vous souvenez qu'en 2011, on a eu ce qu'on appelle le printemps arabe. Le printemps arabe, c'est des mouvements donc de révolution qui étaient plutôt pour réclamer une plus grande justice sociale. Okay. Justice sociale, ça veut dire éventuellement plus de dépenses sociales. Pendant 2011, là où il y a eu la révolution, en 2012, il y a un vacuum politique à la fois en Tunisie et en Égypte. Et donc ces pays, la croissance économique, le tourisme était au ralenti. La production était au ralenti. Et du coup, donc, les revenus de l'État ont certainement baissé. D'un côté, on a les revenus qui baissent. D'un côté, on a les pressions sociales qui veulent que les dépenses augmentent. Certainement, le déficit qui était déjà élevé va être encore plus élevé. Quand il n'y a pas un gouvernement en place dans un pays, le FMI ne peut pas publier l'article 4. Donc, ne peut pas publier l'évolution de la dette, qui notamment était déjà optimiste. Hein. On se rend compte que s'il y a eu ces révolutions dans ces pays, ce que la situation économique n'était pas aussi positive qu'on le croyait. D'accord? Et du coup, donc, il y avait tout un contexte qui nous a poussé à se dire, bon, ben, rappelons-nous aussi, en 2011, 2012, 2013, en Europe, il y avait une crise de dette. Il y avait la crise de la Grèce, il y avait d'autres pays, on avait très peur d'une contagion, on a parlé de la fin, l'euro-Geddon, je me souviens très bien, la fin de l'euro, c'était vraiment... Donc, qu'est-ce qui va arriver dans ces pays qui sont en pleine transformation politique et peuvent en sortir avec de très fortes dettes? Et donc, on a voulu juste calculer et voir quelle serait éventuellement la dette. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est reproduire ce que le FMI avait fait. Donc, le FMI disait que en 2014, dans son publication de 2010, la dette serait de 61%. Donc, le template, au fait, le fichier Excel dans lequel toutes ces données, on peut tout entrer, on peut faire les calculs pour les 5 prochaines années, existe
sur le site web. Il faut un peu fouiller, mais on le trouve. Donc, on a rempli, au fait, ce fichier avec toutes les données historiques et les données qu'on avait et les prévisions que nous, on a fait pour les années à venir. Et juste en 2013, avec les données officielles publiées par le FMI et autres, la dette était déjà, ou arrivait déjà, à 73,8 de 61%. C'est pour le cas de l'Égypte. Mais c'est uniquement en utilisant les données publiées par le FMI. D'accord? On n'a encore rien fait, hein, on a juste reproduit par rapport aux données publiées dans le Wayou, qui sont des données pour les 5 prochaines années. Et puis on a introduit notre propre scénario, le taux de croissance que nous, on estime être réaliste. On a refait un scénario qu'on appelle le scénario réaliste. Et on arrive à un taux d'endettement de 91%. 30% hein, de points de PIB de plus que les 61 qui étaient initialement prévus. Et certainement, pour n'importe quel gouvernement en place, c'est un problème. La dette augmente énormément. Ça, c'est le réaliste. Hein. L'optimiste était à 82,1% et le pessimiste allait carrément jusqu'à 110%. Ça incluait une certaine dépréciation de la monnaie de la livre égyptienne à l'époque. Okay? Donc, on a introduit ces multiples scénarios. Et éventuellement, ça peut guider le gouvernement à dire, on est plutôt dans telle trajectoire, on voit que tel indicateur économique, telle croissance, tel taux d'intérêt prévaut aujourd'hui sur le marché. Donc, on est plus vers le côté réaliste ou le côté optimiste ou entre les deux et pouvoir prendre les mesures nécessaires en fonction. Quand on regarde, au fait, là, j'ai regardé juste récemment les publications du FMI, au fait, en 2014 et 2015, on était à 90%. Ça, c'est ce qui a été publié après coup par le FMI. Donc, ce n'est pas des prévisions, c'était les données. Et donc, oui, on était dans notre scénario réaliste qu'on avait fait, on n'était pas loin de la vérité. C'était tout à fait cohérent. Plus tard, donc dans 2016-2017, on a commencé à glisser davantage vers le scénario plus pessimiste, plus de dévaluation de la monnaie, plus de problèmes et de ralentissement économique que prévu. Et du coup, donc, on est arrivé à dépasser les 100% d'endettement par rapport, encore une fois, à une prévision de 60% au début. Vous voyez à quel point ça peut être très problématique et des réformes dans un contexte comme celui-là, dans lequel les ressortissants du pays aspirent à une plus grande justice sociale. Comment le gouvernement va avoir les moyens de pouvoir éventuellement donc, augmenter ses transferts sociaux ou réduire des taxes pour attirer de l'investissement. Donc, c'est vraiment très compliqué. Même chose pour la Tunisie, parce qu'on avait les deux cas d'études, donc on a regardé l'Égypte et on a regardé aussi la Tunisie. La Tunisie, le taux d'endettement prévu en 2015 était de 39,8, environ 40%, donc ce qu'on avait reproduit. On a commencé à introduire la réalité de ce qui s'est passé avec les prévisions qu'on a appelées réalistes à moyen terme. Et donc, on est arrivé à un taux d'endettement réaliste de 57% au lieu du taux de 40% qui était envisagé par le FMI en 2010, juste avant les révolutions, et que dans un cas pessimiste, on arriverait à environ 80%, 79% de taux d'endettement. Et quand on regarde, en fait, dans la réalité, donc on était à 54%, donc on était pareil, pas loin du réaliste, beaucoup plus que ce qui avait été envisagé à 40% par le FMI. Et malheureusement, donc la situation a continué à se détériorer pour arriver à 77% en 2018. Pareil, donc c'était plutôt dans le côté le plus pessimiste. Pourquoi? Parce que la Tunisie peine à mettre en place les réformes économiques capables de remettre un peu l'économie sur les rails, avoir une croissance soutenable et avoir les déficits sous contrôle et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, pareil, vous voyez à quel point c'est compliqué de gérer la dette. Donc ça, c'était un petit peu pourquoi on a fait cette méthodologie et pourquoi on a voulu introduire les différents scénarios. Le FMI, récemment, dans ses publications, on peut le voir ensemble, a pris en compte ce bias, ce biais, le fait que leurs propres prévisions peuvent être trop optimistes. Et donc, il a introduit le tableau qui est en bas, qui est une évaluation du degré d'optimisme du FMI par rapport à ses propres prévisions. C'est très intéressant. C'est-à-dire, si on regarde dans le cas du Japon, quand c'est très vert, en fait, très vert, ça veut dire que c'était pessimiste, que la réalité était meilleure que ce qui était prévu. Quand c'est rouge,
ça veut dire que c'est très optimiste. Le FMI était optimiste et du coup, la dette a été supérieure à ce que le FMI a prévu. Oui. C'est juste une analyse ex post. Oui, donc là, c'est ex post pour dire est-ce qu'on a été bon dans le passé pour qu'au jour d'aujourd'hui, moi, quand je regarde les chiffres du FMI pour l'avenir, je peux me dire oui, mais il se trompe. Mais là, dans ce cas-là, ils se trompent dans le bon sens, en fait. Et, ils sont un peu plus pessimistes. Mais c'est très bien parce que ça permet au fait au Japon donc d'avoir de meilleurs résultats que prévu. Donc c'est rassurant pour un investisseur ou pour un analyste économique, mais on regarde que la dette quand même au Japon est très élevée, 250%, et ça se stabilise aux alentours de 250, 251, 250, mais apparemment, ça, c'est même le côté pessimiste, donc on s'attend éventuellement à avoir un taux d'endettement un peu inférieur à ce qui est actuellement prévu par le FMI. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Et ça vient de l'article 4. Donc, pour chaque pays, il y a encore une fois un chapitre qui parle de la dette, qui parle de l'analyse de la dette et différentes composantes qui ont. Donc là, j'ai mis les taux de croissance qui ont été utilisés. Donc, une prévision de croissance de moins de 1%, 0,8, 0,6%, 0,4%. Donc, ça, ce sont c'est même pessimiste. Donc, on s'attend à ce qu'éventuellement, ça va être un peu plus élevé que ça en termes de croissance, par exemple, donc d'endettement par rapport au PIB. La Chine, par contre, donc on voit la dette qui est à 124 en 2024, arriver à 164 en 2033. Et quand on regarde les carrés en rouge, ça nous dit qu'au fait, le FMI a été relativement optimiste dans le passé, ce qui voudrait dire que probablement on peut s'attendre à un taux d'endettement même supérieur à celui qu'on voit dans les tableaux. Et c'est inquiétant. Donc, il faudrait vraiment, pour les analystes, se pencher sur le cas de la Chine et comprendre la viabilité et quelles sont les sources qui pourraient éventuellement impacter cette évolution négative dans le mauvais sens de la dette chinoise et ses répercussions sur l'économie chinoise et mondiale. Singapour, pareil, taux d'endettement élevé avec une tendance optimiste rouge, hein, donc vraiment optimiste. Et du coup, donc, on peut s'attendre à une augmentation de la dette, même à des taux plus élevés que celui qu'on voit sur les tableaux. Par rapport à la Corée, même si leur dette est relativement faible, hein, 45%, 50%, ce n'est pas trop élevé. C'est optimiste, mais on se dit que même si c'est optimiste, même si c'est plus élevé, ça reste quand même contenable comparé à d'autres pays. 50%, c'est tout à fait raisonnable. Là, nous allons parler de certains pays en développement, donc Singapour, la Corée. J'ai choisi quelques pays comme ça. Donc là, c'est quelques pays d'Europe de l'Est. Donc la Croatie, pareil, c'est un peu comme la Corée, 50, 60%. Ça reste des taux tout à fait raisonnables. Mais ce qui est inquiétant, c'est l'optimisme. Donc là, pareil. En fait, quand il y a un optimisme, ça incite parfois les gouvernements à se dire, oh, bon, j'ai un taux d'endettement qui est à 56%, c'est pas énorme, je peux me permettre de m'endetter et du coup, ils vont prendre plus de crédit, mais comme c'est optimiste, la vérité va être beaucoup plus d'endettement que prévu. Vous voyez, donc c'est vraiment cet optimisme ne sert pas vraiment le pays, au contraire, ça peut l'inciter à prendre des décisions qui peuvent être tout à fait négatives pour l'économie. La Hongrie, par contre, non, un taux d'intérêt qui est élevé, mais qui baisse, donc on peut le voir, hein, il va arriver à 64% avec des taux de prévision qui sont tout à fait raisonnables, donc pas trop optimistes. La Roumanie également, donc 50% avec des taux de prévision pas trop alarmants, il n'y a pas trop d'optimisme. Le FMI, on dirait, fait bien les prévisions, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. On a parlé de l'Égypte, donc on revient à l'Égypte, vous pouvez juste regarder, c'est intéressant. En 2024, la dette, elle est de 102%. En 2025, elle est à 89%. C'est beau, hein? C'est rare, mais bon, ça a une histoire derrière. En fait, l'Égypte avait atteint un taux d'endettement, une dette insoutenable, incapable de rembourser la dette. Dette de court terme, financée à l'époque, il y a 3, 4 ans, 5 ans, à taux d'intérêt, quand le taux d'intérêt mondial était très bas. Il payait 8%.
à taux d'intérêt qui ont augmenté, le refinancement de la dette, parce qu'ils n'ont pas de quoi rembourser, donc le refinancement de la dette, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés, le tourisme a pris un choc, une guerre régionale aux frontières, au Soudan, en Libye. C'est vraiment un contexte très compliqué économiquement. Et du coup, donc, ouais, la dette a augmenté, incapable de rembourser la dette. Ils ont dû faire un deal avec les Émirats arabes unis pour un très gros investissement qui, dans le cas de l'Égypte, est énorme, 36 milliards de dollars. Donc le FMI était en négociation avec l'Égypte pour un programme de réforme et ils allaient donner à l'Égypte 5 milliards. 5 milliards. Donc ils négocient pendant 2 ans pour avoir 5 milliards. Les Émirats arrivent, 36 milliards. Et du coup, bien sûr, donc la dette baisse à 89%. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la dette va continuer à baisser jusqu'à arrive à 36%. J'ai jamais vu des chiffres aussi beaux de ma vie. Pourvu que ça dure, on va voir comment les choses vont se passer. Moi, j'ai un petit doute, mais bon, espérons que ce soit le cas. Le Maroc, un pays qui a toujours été relativement exemplaire au niveau gestion macroéconomique, hein, ils gèrent très très bien leur économie, ils attirent pas mal d'investissements et on peut voir que les prévisions ne sont pas du tout optimistes, tout à fait réalistes, avec une dette qui se gère bien, qui va diminuer de manière tout à fait raisonnable, sans quelque chose qui soit très surprenant. Pour continuer sur les pays en développement, donc le Brésil, un grand pays, là pareil, la dette augmente, 93, 95, de manière relativement optimiste. Le Mexique est un peu moins que 60% et relativement stable, avec des prévisions tout à fait réalistes, donc pas de souci. Les États-Unis, donc, qui ont un taux d'endettement qui, historiquement, pour les États-Unis, est énorme ne sont pas du tout habitués à avoir des taux aussi élevés de la dette. Et c'est tout à fait réaliste. Hein. Vous comprenez que les économistes qui travaillent au FMI sur les États-Unis certainement prennent beaucoup de leurs chiffres du gouvernement américain que lui a les moyens de faire des prévisions tout à fait cohérentes. Donc il n'y a pas de souci. C'est tout à fait réaliste. Mais réalistiquement, la dette augmente. Et on peut comprendre que le gouvernement Trump dit on veut gérer le problème de la dette, on veut faire quoi que ce soit. Hein. Après, on pourra discuter, est-ce que ce qu'ils font est raisonnable, va avoir un impact sur la dette ou pas, mais pour eux, la dette est tellement alarmante qu'il faudrait avoir recours à n'importe quelle politique possible et imaginable pour réduire l'endettement. D'où les coupes budgétaires énormes qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. On revient vers la Grande-Bretagne, un taux d'endettement qui reste quand même élevé, qui est en augmentation, réaliste, en augmentation. Donc, il faudrait éventuellement donc, voir quel va être l'impact. Quand on regarde les pays d'Europe du Nord, taux d'endettement, je pense que vous avez jamais vu ça sur n'importe quel slide. J'ai pas choisi, au fait, la Suède parce qu'ils avaient un taux d'endettement faible. J'ai choisi certains pays comme ça qui me sont passés par la tête. Donc, les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, bien sûr, la France, l'Espagne et l'Italie. Et j'ai vu que bon, pour la Suède, taux d'endettement très bas, qui va baisser et de manière tout à fait réaliste. Donc, il n'y a pas de souci pour la Suède. Avoir taux de croissance élevé, 2,2%. C'est relativement élevé et pas trop optimiste donc en général. Les Pays-Bas, pareil, taux d'endettement qui est tout à fait raisonnable, même si elle est à la hausse, mais on peut voir que les prévisions sont assez pessimistes, donc on s'attend à ce que la dette soit inférieure à ce que l'on peut remarquer sur le tableau. L'Allemagne, pareil, donc eux, ils avaient un objectif de 60%. Quand ils augmentent un peu, ils font en sorte de corriger dans les années suivantes. Donc, ils ont leur propre pacte de stabilité qui fonctionne relativement bien. Les données sont tout à fait réalistes. Taux de croissance de 1, 0,8, 0,7, ce n'est pas du tout exagéré. Donc, je pense que ce qu'on voit, l'inflation à 2%, ça va de soi. C'est l'objectif d'inflation. Donc, non, c'est une gestion de la dette qui est tout à fait raisonnable. L'Espagne, taux d'endettement au-delà des 100%, même s'il baisse à moyen terme, pour arriver à 100%, ça reste quand même relativement élevé par rapport aux pays européens et les objectifs de pacte de stabilisation en général. L'Italie, très élevé, taux d'intérêt très élevé et qui continue à augmenter. Et quand on voit les trois carrés rouges, donc c'est trop optimiste. Déjà, les 143, 143, le fait que ça va rester stable aux alentours de 143, c'est trop optimiste. Ça veut dire qu'on peut arriver à 145, à 147, ou même au-delà. Et si je pense qu'il y a un sérieux risque, c'est en Italie. C'est là où il faut vraiment regarder quelles pourraient éventuellement être les répercussions d'un taux d'endettement qui pourrait devenir insoutenable. Qu'est-ce qui va se passer en Italie?
Et la France, avec 114, 112, 113, 114%, reste par rapport aux pays développés relativement OK, c'est très élevé, mais c'est pas le plus alarmant. On a vu pire. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a une tendance optimiste dans ces prévisions, ce qui a été signalé par la Cour des comptes dans la publication très récente. Donc, quand on regarde ce que la Cour des comptes a dit par rapport au degré d'optimisme des prévisions, et que eux, ils ont refait un scénario que eux, ils appellent réaliste. Donc, la Cour des comptes a fait un scénario réaliste. On va regarder un peu les détails, mais il nous donne en 2029 125% de taux d'endettement, pas 116, 125, et en 2031, 130 et non pas 119. Et ça, c'est la Cour des comptes qui dit que ça, c'est le plus réaliste. Donc, voilà un peu les différentes prévisions sur quoi ils se basent quand ils le disent. Donc, les prévisions de moyen terme montrent que la dette, normalement, en 2031, éventuellement, donc, arriverait à 114, avec un déficit budgétaire souhaité, hein, qui arriverait à moins de 2%, 1,7%. Mais pour la Cour des comptes, même ça, ça reste optimiste. Et ils disent peut-être qu'on ne pourra pas faire autant d'efforts sur le déficit budgétaire, on ne pourra pas le réduire d'autant. Donc ils disent 50% d'efforts, ça va déjà augmenter le taux d'endettement à proche de 125, c'est la ligne marron. Donc on va avoir un déficit budgétaire aux alentours de 4%, 4,5% à moyen terme. Rien que ça va pousser la dette à 124. Si on prend un taux de croissance qui est différent, donc là on avait un taux de croissance, vous voyez, donc environ 1,3, 1,5, 1,5, 1,4, 1,3. Ça reste relativement élevé hein, par rapport à d'autres pays qu'on a vus, l'Italie ou l'Allemagne et autres. Donc, c'est quand même un taux de croissance élevé. Donc, la Cour des comptes dit, si on revoit le taux de croissance avec un taux de croissance plus réaliste, hein, la croissance réaliste comme il l'appelle, on arrivera à 120%. Et si on combine les deux, un taux de croissance réaliste avec un effort budgétaire lui aussi plus réaliste, ben on arrivera à un taux d'endettement qui arrive justement aux 130%. Et donc, il tire la sonnette d'alarme un petit peu pour dire, bon, mais il faut vraiment prendre des mesures immédiatement pour éviter qu'on arrive à des situations d'endettement aussi élevées. Donc, puisqu'on a vu tout ça, donc là, c'était juste un récapitulatif en un seul tableau par rapport aux différents types d'endettement, et quand les cases sont rouges, ça veut dire qu'on est trop optimiste, donc on s'attend à plus. Quand c'est vert, ça veut dire que bon, c'est pessimiste, donc on peut éventuellement avoir une dette inférieure, et on peut voir que la France se situe à un niveau qui reste quand même relativement élevé. Là, j'ai mis en blanc parce que ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Donc, ce n'est pas les chiffres optimistes du FMI, mais les chiffres de la Cour des comptes qui restent tout à fait cohérents. Mais bon, ça nous dit certainement qu'il faut prendre des mesures pour résorber le déficit et que la dette retrouve une trajectoire plus acceptable. Okay. Comment réduire la dette? Ça, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a vraiment pas. Vous savez, c'est pour ça qu'on évite d'être surendetté. Parce que quand on est surendetté, mettre des mesures pour réduire le déficit et réduire la dette, c'est très compliqué. Donc, mais maintenant, on y est. D'accord. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ça a apparu en premier, inflater la dette, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais dans le cadre, donc là, normalement, on commence par la croissance. Comment on peut générer une croissance élevée? Quelles sont les politiques que éventuellement la France ou n'importe quel autre pays pourrait éventuellement mettre en avant pour avoir une croissance plus élevée? Éventuellement, éventuellement, en espérant que on produit quelque chose qui pourrait être demandé si le prix baisse. Hein. Puis comme les Émirats arabes unis, par exemple, ils vont dévaluer, ils ne vont pas exporter plus de pétrole. Par exemple, ça dépend du contexte du pays. Je suis d'accord avec vous, mais là, notamment, la France, attention, hein,
d'évaluer la monnaie pour avoir plus de croissance, ça veut dire que la dette en monnaie locale a augmenté. Donc, si la plus grande partie de la dette est libellée en devises étrangères, on avait 100% de dette. C'était un peu le cas de la Grèce quand ils ont dit bon, on va sortir de l'euro. Ah, très bien, votre dette est en euros. Donc, vous allez avoir, au lieu d'avoir 150%, vous allez avoir 300% de dette. Quel taux de croissance vous allez avoir pour rembourser? Donc, vous savez, c'est très, très délicat. Mais éventuellement, donc, pardon? Donc, ça, ce serait oui, éventuellement, augmenter, augmenter l'inflation ou laisser l'inflation glisser un petit peu. Vous voyez, euh, il y a des débats par rapport à l'inflation. Vous savez, il y a un objectif de 2% d'inflation en Europe. Pourquoi 2%? Mais pourquoi 2? Pourquoi leur mandat? En fait, qui détermine le mandat de la Banque centrale? C'est le Parlement européen. C'est ça? C'est lui qui décide, qui dit, au fait, à la Banque centrale, voilà, vous devez avoir 2%. Mais pourquoi 2%? C'est un débat. Hein. C'est un débat. Il y a Blanchard, quand il était le chef économiste du FMI, il avait, entre autres, hein, parmi d'autres, dit, mais pourquoi 2? Mais pourquoi pas 2,5? Pourquoi pas 3? Pourquoi 2 serait meilleur que 3, économiquement? Ça n'a pas été prouvé. Hein. Ça, c'est un débat. Hein. Mais est-ce que la France, sachant que d'autres pays européens ont un taux d'endettement qui est très bas, qui sont très contents avec un taux d'inflation de 2% et tout est stable, pourquoi fixer quelque chose qui n'est pas cassé? If it's not broken, don't fix it. Ça marche très bien, le 2%. La Banque Centrale Européenne érodée, tout, et ça a une très grande crédibilité. Madame Lagarde fait un travail, elle et ses prédécesseurs, excellent sur ce niveau-là. Pourquoi? Mais c'est un débat. Si jamais, vous voyez, aux États-Unis, par exemple, l'inflation, ça fait quelques temps, elle est élevée. Hein. Ils ont coupé les taux d'intérêt récemment, mais l'inflation était élevée. Et elle est restée élevée, elle a un peu augmenté. Ça veut dire qu'ils ont une certaine tolérance par rapport à l'inflation. On peut le sentir, même s'ils ne le disent pas. Mais dans les faits, on se dit, tiens, ouais, quand même, s'ils étaient vraiment, vraiment, vraiment comme à l'époque de Bernanke et la crise financière mondiale, très à cheval sur les 2%, ils auraient maintenu des taux d'intérêt plus élevés et ainsi de suite. Mais bon, là, on sent qu'il y a quelque chose. Donc c'est un débat. Est-ce qu'on laisse glisser un peu l'inflation pour réduire la dette? C'est artificiel, hein. C'est pas soutenable non plus. Donc c'est pas vraiment ça qui va arranger les choses. Absolument. Donc, même si certains le pensent, dans les pays émergents, dans les pays en développement, en Égypte, le taux d'inflation dans les 10 dernières années était en moyenne 15%, 12%. Ça aide pour réduire la dette, pour la maintenir basse, mais de manière tout à fait artificielle. Exactement. Absolument. Et après, c'est un cercle vicieux, ça continue, ça continue, ça continue, on s'en sort pas. C'est pas des réformes, ça. Il faut vraiment faire des réformes. Et à un moment donné, il faut vraiment les faire. Sinon, c'est pas possible de continuer comme ça. Maintenir un taux d'intérêt bas, c'est difficile, ça aussi. Vous voyez, c'est pas de baguette magique. Hein. On va maintenir un taux d'intérêt bas. Mais si on a un taux d'inflation qui dépasse les objectifs, on ne peut pas avoir un taux d'intérêt trop bas. C'est pas évident. Donc, les déterminants de l'évolution de la dette, il y en a certains qui ne sont pas vraiment dans le contrôle du pays. Je vous en prie. C'est le banquier qui décide, c'est pas le client. Exactement. Donc voilà, donc c'est le marché, hein, en fonction de pas mal d'indicateurs. C'est la Banque centrale européenne éventuellement qui fixe les taux directeurs. Donc c'est pas vraiment une option de dire ouais, bon, on va faire baisser un peu les intérêts. Vous savez, à un moment donné, en Égypte, le taux d'intérêt était pour l'empreinte domestique. Hein, donc le gouvernement se finançait à 18%, alors que le taux d'intérêt mondial était à 1 ou 2%. Donc ils ont dit, bon, bah, on va emprunter à l'étranger à 8% pour ne pas devoir... Et du coup, après la dévaluation, ils ont des dettes. C'est très compliqué. Il n'y a pas de baguette magique, c'est très compliqué. Et du coup, ouais. J'ai une question, c'est est-ce qu'on fait une différence dans ces méthodologies entre la dette détenue par la population et la dette détenue par l'extérieur? Parce que c'est quand même ça a quand même un impact très différent d'avoir une dette détenue par sa propre population, comme c'est le cas du Japon et dans une moindre mesure de l'Italie, ou détenue par l'extérieur. Oui, certainement le financement de la dette. Est-ce que c'est un financement par l'épargne nationale
C'est pas ça que tu veux dire. Par rapport ou est-ce que c'est un financement sur les marchés? Et bien sûr, il y a une énorme différence. Donc, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est surtout quand le financement se fait sur les marchés internationaux. Donc, réduire la dette, on pourrait encourager finalement par des dégrèvements fiscaux la population à racheter la dette rémunérée. Augmenter l'épargne et utiliser l'épargne pour... Il n'y avait pas une époque où on avait exonéré les droits de succession si c'était investi dans des obligations d'État, non? C'était pas... C'est jamais maintenant. Ah, ça reste quand même toujours une dette qu'il faudra rembourser, que ce soit aux locaux ou étrangers, il faut quand même la rembourser. Oui, certainement. Il faudra certainement la rembourser. Mais on va dire c'est plus facile de refinancer à travers l'épargne nationale que de refinancer sur les marchés internationaux qui, au bon gré des marchés, qui vont mettre un risque premium plus élevé, peut-être, et ainsi de suite. Mais ça va être très marginal, je suis d'accord. Donc, ça va jouer sur un quart de point ou un demi-point de ton intérêt. Et qu'est-ce que vous penseriez de revenir à quelque chose un peu plus comme à l'époque, après-guerre, un circuit de la dette, où obliger les institutions bancaires à prêter à l'État sur un taux de leur dépôt, par exemple? Obligé. Enfin, comme on faisait après-guerre, du coup, avec le circuit de la dette, circuit du trésor, pardon. Honnêtement, je ne connais pas très bien le cas. C'est un Ouais. cas. Bah, on avait, je sais pas, 20% des dépôts bancaires en France qui étaient obligatoirement en compte d'État. Et donc, du coup, on avait. Je passe à Jean-Étienne. Jean-Étienne qui s'y connaît très bien dans le sujet aussi. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro comme ça, on vous entend et à distance? D'accord. Mais alors, pardon, je n'ai pas bien entendu la question. C'était sur la France? Ouais, pour revenir à la tour de circuit du trésor, un peu en partie. Je sais qu'il y a des propositions actuelles, j'ai pas vu dans le programme le plus populaire, il y a l'idée de créer un peu le public bancaire, du coup d'avoir un seuil d'État pour chaque institution bancaire en France. Donc, en fait, ce serait donc un pourcentage de l'épargne qui serait dédié à la dette. Voilà. Alors, donc, il y a le problème de l'effet d'éviction que Bassem a donc exposé tout à l'heure. Donc, ça, je veux dire, c'est l'effet bien connu et problématique. Donc, après, donc, il peut y avoir une fuite de l'épargne, effectivement, donc, qui ne veut pas être soumise, une fuite à l'étranger de l'épargne qui ne veut pas être soumise à ce diktat, entre guillemets. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure donc, alors, le principe de l'assurance vie, en fait. Donc, il y a donc un cadeau fiscal. L'État fait ce cadeau fiscal pour inciter, en fait, à acheter de la dette publique plutôt que de la dette privée, de l'obligation publique plutôt que corporate, privé. Donc, là aussi, ça peut créer un effet d'éviction. Voilà. Donc, en fait, alors, historiquement, ça n'a pas trop bien marché. Alors, ça me parlait tout à l'heure de la Tunisie sur la Tunisie. Donc, en fait, la population, enfin, on a demandé à la population, donc, et l'État, donc le gouvernement demande aux banques commerciales d'acheter la dette, et les banques commerciales n'en peuvent plus. Elles demandent à la Banque centrale à l'argent pour pouvoir acheter la dette. Mais voilà. Donc, comme solution, alors, l'idée, on la comprend, elle est tout à fait logique et cohérente. Voilà. Dans la pratique, elle me semble difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui. Alors, en plus, donc, si les taux se mettent à... alors, si effectivement, dans la projection que Bassem a montrée, donc, effectivement, donc sur le FMI, donc, les prévisions étaient plutôt optimistes, on l'a vu, hein, puisqu'on était, je crois, à 1,3% pour 2025, alors qu'on attend plutôt 0,7%. Donc, le consensus est plutôt à 0,7%. Voilà. Ça veut dire que les taux devraient augmenter. Ça veut dire qu'un bon investisseur devrait se dire, je ne vais pas conserver cette dette, puisque le prix de l'actif va baisser. Donc, un bon investisseur, vous dites, je ne vais pas acheter un actif dont je me doute très fortement que le prix va baisser. Voilà. Donc, du coup, si les épargnants se voyaient soumis à cette règle-là,
je pense que par différents moyens, ils tenteraient de fuir, voilà, et on aurait peut-être une fuite de capitaux. Voilà. Donc, c'est. Merci. Merci. On va y revenir quand on va discuter un peu des solutions, donc c'est super intéressant. Mais donc ce financement à travers l'épargne est rémunéré. Est rémunéré par l'État français. Oui, à l'époque, la France avait le franc, avait un système bancaire à elle, vous voyez, c'est pas le même contexte. Là maintenant, vous imaginez un peu s'il y a un effet d'éviction et que les taux d'intérêt augmente de manière disproportionnée par rapport au reste des pays européens, c'est une distorsion énorme. Et les autres pays ne vont pas particulièrement être d'accord. Donc c'est beaucoup plus compliqué certainement de mettre en œuvre aujourd'hui qu'à l'époque. Et une grosse différence aussi, c'est que à l'époque, il y avait le plan. Voilà. Donc, on pense à Michel Aglietta, par exemple, hein, donc, moi, que j'ai beaucoup lu et étudié. Voilà, et avec qui j'ai pas mal discuté aussi. Donc, il était donc, au plan. Voilà. Donc, on décidait du taux de croissance. Maintenant, on est loin de pouvoir décider de ça, quoi. Donc, on n'est plus du tout dans ce type d'économie planifiée. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Là, on voit qu'effectivement, donc, les taux de croissance prévus par le gouvernement, c'est un outlier, en fait, dans les consensus. Mais c'est classique, voilà. Et c'est pour ça que la Cour des comptes, justement, a fait la proposition que le taux de croissance prévu pour le budget ne soit plus fait par le gouvernement, mais par un organisme indépendant, en fait. Excellent. Donc, oui, on a vu donc la croissance économique, c'est très difficile de l'augmenter. Pardon? Il est allumé. C'est bon. C'est bon. OK. Merci. Donc, la croissance, très difficile. Laisser l'inflation galoper, c'est pas évident. Avoir un taux d'intérêt bas, non plus. Donc, au fait, quelconque ajustement va devoir venir du déficit primaire. On avait dit donc, le PB dans l'équation de la dette. Comment on va avoir un excédent budgétaire primaire sans le taux d'intérêt qui permettrait éventuellement de stabiliser la dette, voire la faire baisser. C'est pas sorcier, hein. Donc d'un côté, on a les recettes, le revenu et les dépenses, on a les recettes et les dépenses. On a différents types d'impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Et on a les différents types postes de dépenses, les salaires des fonctionnaires, dépenses en biens et services, les subventions, les transferts sociaux. C'est ça qu'on a, hein. Donc, c'est ce qu'il nous reste comme capacité du gouvernement à prendre des décisions. Et c'est là où il n'y a pas de consensus. Donc, quand on regarde les revenus, est-ce qu'on augmente les taxes sur les revenus? Personne n'est d'accord. Bizarre. Pourquoi vous n'êtes pas n'augmente les taxes sur les revenus? Non? Pardon? Vous pouvez mettre le micro comme ça, les collègues en ligne peuvent vous écouter. Je pense que ça ne sert à rien vu qu'on va taxer sur une plus petite part du gâteau, on va dire. Ah, donc vous pensez que ceux qui sont éventuellement taxables, avec les grosses fortunes par exemple, partiraient. Et du coup, on aurait moins d'assiettes fiscales et éventuellement, donc on ne va pas avoir... Oui, possible, mais pourquoi taxer seulement ceux qui ont des revenus élevés? On parle de tous les revenus, là. Je suis pas content. Non, c'est vraiment pas populaire. On peut pas aller dire au peuple, c'est très difficile hein, de convaincre le peuple, vous savez, les gars. On va tous vous taxer. Et je pense que moi, je parle avec beaucoup de gens. Moi, je touche le bois, mais j'ai de la chance de n'avoir jamais payé de taxes sur le revenu de ma vie. J'ai travaillé toujours dans des institutions internationales. J'ai vécu à Monaco, aux Émirats. J'ai pas été taxé. Mais bon, c'est vrai que quand je parle aux Français, tout le monde se plaint que le taux d'impôt est très élevé. Mais il y a quand même une différence parce que les Français ils se plaignent du taux d'impôt, mais beaucoup ne savent pas que si on monte les impôts, ce ne sera pas sur eux, quoi. Enfin, en général, les politiques de hausse fiscale, elles ne concernent pas la majorité des Français, elles concernent uniquement les Français les plus aisés. Donc il y a une sorte de confusion à ce niveau-là. Donc si on dit, par exemple, on va monter les impôts des 10% les plus hauts revenus, bah, 90% des autres vont être, bah, ok,
très bien. Ah oui, bien sûr. C'est là où on va avoir le débat. D'un côté, si on augmente trop les impôts, les fortunés qui ont les moyens, hein, ils font tout ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Très joli terme pour dire plein de choses, de l'optimisation fiscale. Et du coup, ils ne payent pas énormément d'impôts ou ils peuvent partir dans d'autres pays, ils peuvent être résidents dans d'autres pays parce qu'ils ont la possibilité. Ceux qui ne l'ont pas, et qu'éventuellement, certains, je ne dis pas ce qu'il faut faire, hein, ou que certains gouvernements pourraient faire, en Grèce entre autres ou ailleurs, c'est taxer la classe moyenne. Eux, ils sont là, ils ne partiront pas. Hein. Ils ont leur travail, ils ont leur maison, ils ont leur vie, leurs enfants à l'école. Pas trop le choix. Mais certainement pas trop populaire. Mais éventuellement, ça peut être une solution. Je ne dis pas que c'est la bonne, hein. Je l'ai écrit, pas trop populaire. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile à mettre en œuvre du tout. Mais on va voir ensemble quelles sont les possibilités. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Taxe sur les profits des entreprises. C'est possible, tout à fait possible. C'est envisagé, mais ça pénalise l'investissement. Dans un pays qui a besoin d'attirer des investissements, de faire de l'innovation, les investisseurs, les innovateurs ne veulent pas qu'on les taxe trop. Au contraire, eux, ils veulent trouver un environnement dans lequel ils peuvent gagner des milliards, hein. Ils veulent investir, ils veulent grandir et ils ne veulent pas être taxés. Donc le taxe sur le profit, effet d'éviction, pénalise l'investissement. Est-ce que c'est un choix? Comment, pourquoi, comment le mettre en œuvre de manière qu'il soit efficace sans déterrer l'investissement? Ce sont des questions tout à fait légitimes. Taxe sur la valeur ajoutée, sur la TVA, bon, elle est à combien aujourd'hui? À 20%? On peut l'augmenter à 22%. Mais pareil, ça pénalise le pouvoir d'achat. Ce n'est pas non plus une mesure trop populaire, mais bon, ça reste une des options à voir. Est-ce que c'est envisageable? Dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a des exonérations particulières pour certains corps de métier, pour certaines activités qu'on pourrait revoir? Là, il faut chercher vraiment partout où on peut trouver les moyens de réduire les dépenses et d'augmenter le revenu, ou les tarifs douaniers, le mot préféré de Trump, c'est le Trump policy. Comme il l'appelle, le plus beau mot du dictionnaire. Non, non. Mais si vous réfléchissez bien, même pour les États-Unis, ils ont la même problématique. Hein. Ils vont augmenter l'impôt sur le revenu de la classe moyenne. Est-ce qu'ils vont augmenter les taxes sur les entreprises? Ils veulent encourager l'investissement. Est-ce qu'ils veulent augmenter la TVA? Ben, lui, il dit, bon, non, on va augmenter les tarifs douaniers. Et je vais récupérer tous ces revenus qui me permettront de baisser éventuellement l'impôt sur le revenu pour avoir plus de consommation, donc plus de croissance, qui va me permettre de réduire les impôts sur les profits des entreprises. Comme ça, j'aurai plus d'investissement, plus de croissance, plus d'emplois. Et pour lui, c'est une solution. Donc, il a cherché, et il a trouvé qu'éventuellement des tarifs douaniers. Est-ce que c'est faisable en Europe? En France, certainement. En isolement, certainement pas. Mais au niveau européen, est-ce que c'est envisageable? C'est compliqué, parce que si les Européens mettent des tarifs douaniers, ben certainement que il y a pas mal de questions. D'accord, génial. Génial. Et du coup, donc, ça reste un débat, parce qu'il y a les autres qui vont éventuellement donc, mettre en place. Donc, Benoît, merci. Donc, pourquoi n'a-t-on pas profité des taux d'intérêt négatifs de la BCE pendant le Covid pour restructurer la dette française? C'est une très bonne question. En fait, est-ce qu'il aurait fallu restructurer la dette? C'était ça l'idée, éventuellement. Parce que moi, je pense que pendant le Covid, les dépenses ont été énormes, ont augmenté significativement, mais surtout les revenus ont baissé. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de revenus. Donc, c'est ça qui a fait aussi augmenter de manière très importante le taux général d'endettement. Et vous savez, avant même le Covid, le taux d'intérêt mondial était relativement bas. On parlait de 0%, 1% pendant très longue période. Et je pense que le monde entier, la BCE, ont été très fortement surpris par un taux d'inflation aussi élevé qui les a obligés à avoir un taux d'intérêt aussi élevé. Donc, ils ne pensaient pas qu'il y avait un besoin particulier de restructuration de la dette elle-même ou d'un refinancement particulier, parce que déjà, mais il y avait des problèmes. Même les banques, vous savez, les banques, pendant cette période-là, à qui elles prêtaient les banques? Donc, c'était vraiment même compliqué aussi pour les banques qui avaient énormément d'épargne
et pas assez de demandes d'investissement. Donc, ce n'était pas vraiment évident de restructurer la dette à ce moment-là, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire restructurer la dette? Donc, éventuellement, donc, si on a des dettes à différentes échéances, on a des dettes à court terme, par exemple, les transformer en dettes à long terme, avec des taux d'intérêt plus bas pour de plus grandes maturités. Okay, donc, c'était une manière éventuellement. Mais je pense que pas mal de pays ont profité du taux d'intérêt très bas. Mais je pense que personne ne s'attendait à avoir un taux d'intérêt qui monte aussi vite, aussi haut. C'était un choc pour les banques centrales. Ce n'était pas évident du tout. Hein, du tout. J'avais une question, mais il y a une séance de questions à la fin. On attend Bien sûr. Oui, mais on je attend pense la fin. D'accord. qu'on y arrive de toute façon, parce que là, on est dans la partie débat. Vous savez, j'ai très peu de slides qui restent. C'est juste pour exposer un peu les différentes problématiques. Mais je vois aussi qu'il y a d'autres. Mais est-ce qu'on prend les questions juste après? Parce qu'il reste un slide, comme ça. Comme tu préfères, au fur et à mesure, si tu veux déjà adresser celle-ci. Oui, viser la hausse. Donc, non, il y a Clément déjà. Vous dites qu'il est nécessaire de favoriser l'innovation, mais l'endettement de l'État n'est-il pas un excellent moyen de financer de l'innovation que le privé n'endosserait pas? Ne faut-il pas regarder en même temps la maîtrise de la dette avec ses investissements? Bien sûr, vous savez, déjà, s'endetter, c'est pas idéal. Mais quand on s'endette, pourquoi on s'endette? Si on s'endette pour financer l'innovation, c'est génial. Si on s'endette pour financer de l'infrastructure nécessaire à l'investissement, c'est génial. Améliorer les installations portuaires, les routes, les transports, tout ce qui pourrait, la télécommunication dans beaucoup de pays ou en France éventuellement. Donc ça c'est nécessaire. C'est de l'emprunt utile. Quand on emprunte pour financer je sais pas, comme dans certains pays, des projets d'infrastructure énormes, des nouvelles cités, mais qui ne sont pas rentables au niveau production, export. Ben non, c'est très compliqué, surtout quand ces emprunts sont faits à court terme pour des projets de très long terme. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que emprunter pour financer l'innovation et subventionner l'investissement privé et donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs, c'est bien. Même si, encore une fois, s'endetter en général n'est pas l'idéal. Hein. Donc, déjà, assainir les dépenses, assainir la dette et retrouver des dettes raisonnables, des niveaux raisonnables, soutenables. Et ensuite, commencer à vraiment orienter l'endettement vers ce qui va augmenter la productivité, la production, l'innovation et avoir un avantage comparatif dans la production de certains produits au niveau mondial. Les Américains, la top technologie, Silicon Valley, tout ça, c'est un avantage comparatif. Ils ont déjà développé ça. Pour le rattraper, c'est pas évident. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment voir, ça, c'est sur ça que je parle, où je travaille avec différents gouvernements, c'est dans 50 ans, même plus, de quoi va avoir l'air le monde, comment il sera, comment on envisage le monde dans 50 ans. Et quelle voudrait être la place de la France, par exemple, qu'est-ce qu'elle va offrir à ce monde de 50 ans. Et aujourd'hui, mettre un plan chaque année sur comment on va développer l'éducation, la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat, tout pour arriver à mettre la France à la place qu'elle voudrait dans 50 ans. Parce que sinon, c'est trop tard. Déjà 50 ans, mettre tout ça en œuvre, c'est pas évident. Donc, beaucoup de pays sont déjà là. Sont là. Donc, il faudrait, au-delà du problème de la dette, voir éventuellement comment encourager l'investissement privé pour mener le pays là où on voudrait qu'il soit. D'accord. Donc, vous voulez dire quelque chose? D'accord. Je continue avec les questions en ligne? Oui. D'accord. Christophe, donc viser la hausse de la croissance ne vient-il pas en contradiction avec le souci environnemental? Je pense que nous avons une intervention en ligne. D'accord. C'est bon, c'est bon. D'accord. Ben,
ça peut ne pas l'être. Viser une croissance en contradiction avec l'option environnementale, ça peut ne pas l'être. Je vous donne l'exemple des Émirats arabes unis. Je viens de rentrer de là-bas au bout de 3 ans. Leur plan de développement économique et de croissance économique très élevé, on parle de 5, 6, 7% par an, est basé sur le développement durable. Basé sur le développement durable, avec un minimum d'impact d'empreinte carbone et un minimum d'investissement dans des secteurs polluants ou des productions polluantes, en transformant les modes de production en modes de production moins polluants, même pour le pétrole ou pour l'aluminium et autres. Donc, ils sont en train de travailler sur le plan de développement et de croissance très élevé, sans pour autant que ça ait un impact négatif au niveau environnemental. C'est un plan, et c'est un choix. C'est coûteux, certes, ils ont les moyens, l'innovation, ils font des partenariats avec les meilleures entreprises technologiques du monde pour mettre ça en place. ADNOC, qui est une des plus grandes boîtes pétrolières au monde, a fait une conférence énorme. Ils ont invité les plus grands chercheurs de tous les pays du monde. Ils ont donné des prix très généreux pour trouver des solutions à la production pétrolière énergétique de tous les domaines, qui sont dans beaucoup de domaines, pour pouvoir justement réduire l'impact, l'empreinte carbone au minimum. Et il va être un exemple dans le domaine Donc, c'est pas contradictoire. On peut avoir une croissance tout en étant soutenable. Je sais que Florie avait tendu la main, donc elle voulait dire. Non, mais certes, mais ils exportent énormément de carburants fossiles. C'est aussi leur manne financière. C'est donc. Oui. Et donc? Non, c'est bien. Je dis, c'est juste qu'ils ont une balance, un excédent prix, enfin, ouais, c'est ça. Du coup, primaire de facto. Je vais juste corriger ça, en fait. Ils n'exportent pas de pétrole. On leur achète du pétrole. Je suis désolé. Hein. Si les clients ne veulent pas produire avec du pétrole, ils n'ont qu'à pas l'acheter. Honnêtement. Hein. Donc, c'est pour ça que les Émirats vont imposer au pays prendre du pétrole. Oui, c'est de la demande. Oui, mais le cas échéant, c'est ce qui permet l'investissement dans d'autres énergies. Ouais, donc, après, je ne dis pas que c'est un mauvais calcul. La Norvège a fait des fonds souverains basés sur les revenus du pétrole et très bien investis. Donc, c'est. Mais je veux dire que, c'est-à-dire, des fois on dit oui, mais ces pays exportent du pétrole. Ces pays n'ont pas découvert le pétrole et n'ont jamais su comment on utilise le pétrole, au fait. Donc, c'est les Américains qui ont découvert le pétrole, qui en ont fait toute une industrie. Ils ont dit, ah tiens, les pays du Golfe en ont pas mal. Allons dans les pays du Golfe prendre le pétrole. C'est aussi simple que ça. Mais bon, ces pays ont compris et ils cherchent à se diversifier et ils comprennent quoi? Que le monde de demain est un monde sans pétrole. Ça, ils l'ont compris. Hein. Et donc, ils se disent, très bien, qu'est-ce que nous, on va devenir dans le monde de demain qui est sans pétrole? Je t'en prie. Après, pour répondre, même si ce n'est pas moi qui ai adressé la question, mais sur la question environnementale, la France, jusqu'il n'y a pas très longtemps, était, si on envisage le nucléaire comme non émetteur de gaz à effet de serre, on peut dire que finalement la France, avec son mix nucléaire et ses gros barrages hydrauliques, était dans le lead de l'énergie peu chère et décarbonée. Finalement, c'est un autre exemple. Absolument. Mais sans exporter de carburant fossile. 3 stations nucléaires aux Émirats pour produire notre trucs comme ça. Donc, ils s'orientent vers ça. Ils se disent, bon, nous eux-mêmes, ils veulent réduire leur consommation de pétrole avant les autres. Mais voilà. Donc, ils ont compris. Par exemple, ils se disent, un des avenirs du monde, c'est le AI. Ils ont un ministère de AI, d'intelligence artificielle. Un ministère, hein, qui est chargé de faire en sorte que le pays soit un des leaders mondiaux dans l'intelligence artificielle. Ils ont une université qui est une des meilleures au monde, avec Bocconi, Sorbonne et autres, pour mettre en place un des meilleurs programmes au monde dans l'intelligence artificielle, pour que leur peuple soit très éduqué et qu'ils peuvent innover. Donc, ils se placent, ils se positionnent pour l'avenir. Juste sur l'IA, ils ont une stratégie de croissance externe. Donc, ils prennent des gens ils prennent des pontes, hein, des chercheurs excellents, mais qui ont été formés, qui ont fait toute leur carrière ailleurs, et donc qui vont aider à construire ça. Mais pour l'instant, c'est comme si on achète une Formule 1 et on dit j'ai construit une voiture qui va vite, quoi. Pour l'instant, c'est ce qu'ont fait les États-Unis pendant des décennies en prenant des chercheurs à travers le monde, partout, dont en France. Donc ça, c'est pas une critique, c'est plutôt un signe d'intelligence et de pragmatisme, hein, je pense. Mais juste, le fait qu'ils aient un ministère et une université, parce qu'avoir une université locale,
l'objectif, c'est pourquoi tu as l'université? C'est pour que tes citoyens soient formés sur ça et que tu as un ministère qui va mobiliser les ressources dans ce domaine pour que les citoyens des Émirats soient au top de la technologie et qu'ils puissent eux-mêmes la produire. Une des plus grosses boîtes au monde, qui s'appelle Formule 1, donc tu as sur Mercedes, il y a le G42. G42, c'est une entreprise de AI émirati, très puissante. Donc, par exemple, ils sont très avancés, même en AI, avec des entreprises locales et puis ils remplacent les étrangers avec leur politique d'immédiatisation, entre autres. Mais bon. Mais la question qui était posée en ligne, en fait, elle est très importante et fondamentale parce que, donc, là, si j'ai bien compris, simplement le résumé du dernier rapport du GIEC, voilà, donc simplement le résumé parce que le reste, c'est vraiment extrêmement complexe. Il y a quand même des lois physiques, voilà, et ici à l'école des mines, je pense que vous les connaissez mieux que, voilà, mieux que tout le monde, des lois physiques. Même avec les meilleurs et le meilleur de la technologie, ça ne suffira pas à réduire les émissions s'il n'y a pas aussi une baisse de la consommation. Et c'est pour ça que la question était vraiment intéressante, elle est déterminante. Voilà. Alors, on observe depuis quelque temps un découplage, c'est-à-dire une hausse de la croissance économique avec une baisse des émissions. Donc, c'est assez récent, voilà. Y compris aux États-Unis, en Europe. C'est tout récent, mais malgré cette évolution qui paraît plutôt favorable, c'est bien d'avoir un découplage, mais par rapport aux trajectoires prévues et estimées nécessaires, on est quand même encore très loin. Donc, même avec les meilleures technologies et les meilleures... Donc, ça paraît difficile de s'approcher de la trajectoire souhaitée sans réduction de consommation. Donc, c'est pour ça que la question me semblait vraiment déterminante. Et, voilà. Et donc, voilà. Ouais. Mais je vois qu'il y a pas mal d'interventions liées à l'environnement, en fait. Donc, la plupart, c'est un jeu qui attire pas mal. On y reviendra. Quelqu'un qui a dit pourquoi pas la TVA, compte tenu du climat social, seule la hausse de la TVA semble pouvoir à la fois être acceptée et rapporter des sommes conséquentes sans trop pénaliser les entreprises. Impôt de. L'audience n'est pas d'accord. L'opposition ici n'est pas très d'accord avec. Vous apprendrez avec le temps qu'on est tous d'accord pour que les impôts augmentent, tout ce que vous voulez, du moment que ça ne passe pas par soi-même. Toujours été comme ça. Toute ma vie, j'ai vu ça. Mais soyez tous conscients qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut que chacun fasse des efforts. Vous, comme moi, évidemment. On est d'accord qu'on va laisser les taxes, parce qu'apparemment, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, et on va passer aux dépenses. Et vous allez me dire éventuellement, à votre avis, quelles sont les... Je vous en prie. Moi, c'était encore sur les recettes, du coup. Oui. Vous avez parlé donc d'effet d'éviction, de fuite de capitaux si on montait les impôts en France. Donc, ça fait à peu près 7 ans qu'on a une politique qui a cherché, entre guillemets, au moins à réduire certains impôts sur le capital, l'ISF, on a aussi réduction de l'impôt sur l'entreprise, sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur les sociétés, voilà. Et donc, est-ce qu'au bout de 7 ans, on a un peu de recul sur est-ce que ça a ramené les capitaux en France, à quel point, et à quel point, du coup, une hausse de ce genre d'imposition ferait fuir? Est-ce que ce serait pas plutôt rentable? Enfin, il y a la courbe de Laffer, là, plus on taxe, moins on a. Est-ce qu'on est avant, après Excellente question. Je vois qu'on a une réponse. En fait, si je peux me permettre, au-delà de regarder si ça fait fuir des gens ou pas, au-delà de regarder si ça fait venir des gens, donc ces baisses de taxes sur les capitaux, il faut regarder en fait maintenant, en tout cas en France ou en Europe, ce qui se passe au niveau de l'industrie de l'optimisation fiscale. Il n'y a pas une banque, il n'y a pas un fonds qui n'a pas fait de manière presque chirurgicale la construction de ces produits financiers pour minimiser en fait l'impact fiscal. Et ça, c'est une réalité économique, malheureusement. L'information fait que à partir du moment où quelqu'un a un petit peu de capital à investir, il va l'investir dans des produits qui, en fait, même ne sont pas forcément très performants,
mais vont avoir, voilà, ok, on fait sauter la flat tax, puis en fait, ça va être que 12% d'impôt sur les plus-values au lieu de 30, au lieu de ce genre de choses. Donc, il y a au niveau de l'industrie une vraie réalité, en tout cas, c'est celle que j'observe, un effort basé sur la minimisation de l'impact fiscal sur l'investissement. Et ça, c'est quelque chose. Donc, au lieu, enfin, c'est pas forcément regarder est-ce que le capital arrive, mais en fait, le fait que le capital sort dès que les taxes augmentent, ça, c'est une réalité. Et on parle pas, on n'a même pas besoin d'aller regarder sur les multimillionnaires, ce genre de choses. On regarde le moins de personnes qui ont un tout petit peu de capital à investir, des dizaines de milliers d'euros. On parle d'énormément de personnes en France et en Europe. Ils vont toujours baser leur stratégie d'investissement sur des produits financiers qui sont très peu chargés fiscalement. Merci beaucoup. On a pas mal d'interventions en ligne. On va y revenir. Juste, on va prendre le dernier slide. Donc, c'est par rapport aux dépenses, hein, pour voir un petit peu. Le premier poste de dépenses, comme vous l'avez vu ici, les salaires. D'accord? Donc, les salaires dépendent de deux choses. Le nombre de fonctionnaires, le nombre d'employés dans le secteur public en général et de leur salaire. Une option, ce serait de réduire les salaires. Non, ce n'est pas une option, c'est arrivé. Donc, on sait tous que, en Grèce, éventuellement, donc, ils ont coupé les salaires parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de réduire les déficits et de retrouver éventuellement un certain équilibre compétitif, d'accord, dans la production. Mais réduire le nombre de fonctionnaires. On n'a pas très bien entendu l'intervention. Je pense que c'était une erreur de micro. D'accord. Ok. Donc, éventuellement, donc, l'une des solutions, c'est réduire le nombre de fonctionnaires. Qu'en pensez-vous? Fonctionnaires. Justement, à propos de ça, c'est assez intéressant quand on regarde en fait tout le face médiatique et politique qui découle de Doge et des impacts de Trump sur le gouvernement américain. En fait, tout ce qu'il a fait là, bon, ça fait qu'un mois, hein, mais enfin un petit mois, c'est l'équivalent d'une journée de dépenses en fait de service de la dette américaine. Donc, les médias parlent énormément de voilà l'impact Trump, l'impact Musk sur voilà, on essore le gouvernement, les gens vont plus s'en sortir. En fait, finalement, tout ça pour ça, c'est rien. Donc, moi, je partirai pas sur le nombre de fonctionnaires, du coup. Moi, je pense quand même qu'il faut le considérer, mais c'est une question politique énorme parce que ça a un sens politique et c'est utilisé par différentes factions, peu importe, etc. Et ça dans le discours public, ce n'est de moins en moins audible. Ça a été une époque, ce n'est pas. Si on regarde factuellement, il faut regarder en termes d'efficacité, d'efficience, apporter le service à son nez. Est-ce qu'on peut le faire avec moins de personnes ou pas? Du moment qu'on apporte le même service. Et puis, il y a aussi les malheureuses personnes concernées qui perdent leur job. Il faut prendre en compte d'une manière intelligente aussi. Mais parler de valeur absolue du nombre de fonctionnaires dans le discours politique qu'on a aujourd'hui n'est malheureusement pas audible. Et c'est pourtant, comme vous dites, un facteur de dépense indéniable. Absolument. Et je pense qu'on va le voir tout à l'heure quand on fait un récapitulatif un peu comparatif entre quelques pays des différents postes de dépenses par rapport au PIB pour voir éventuellement donc, où la France se situe par rapport aux autres et où est-ce qu'elle est plus élevée ou moins élevée. C'est juste un indicateur comme ça pour nous dire où est-ce qu'on est et où les efforts pourraient être faits. Mais éventuellement, quand on veut réduire un déficit budgétaire, on regarde les salaires, le poste salaire, sachant qu'on ne peut pas faire baisser les salaires. On réduit le nombre d'employés, soit par des processus de retraite anticipée ou autre, pour réduire le nombre dans la mesure où ça reste efficace, mais aussi compte tenu de la technologie. D'accord? Donc, il y a pas mal de mesures à prendre en compte. Il y a un KPI que vous connaissez certainement, que moi j'ai appris depuis quelques années, mais peut-être certains d'entre vous ne savent pas encore. Retourner une entreprise quand l'entreprise est en difficulté, l'entreprise a des effectifs. Il y a un KPI qui est connu par toutes les banques ou les cabinets de consulting et autres. Il faut réduire la masse salariale d'au moins 30%. C'est un minimum requis pour être sûr de pouvoir à peu près retourner et rétablir une entreprise. Appliquez ça à un État, vous allez voir ce que ça fait. Oui, non, ouais. 30%, c'est quand même
Après, on ne gère pas un État comme on gère une entreprise, hein. Heureusement d'ailleurs. Il faut dire ça à Trump. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il gère les États-Unis comme étant une entreprise, hein. Je reste prudent sur ce commentaire-là. J'aimerais bien qu'on s'en rapproche un peu plus ou qu'on gère ça comme aussi notre propre budget personnel familial, hein, au passage. C'est Milei qui le fait. Oui, il le fait en Argentine, finalement. On va pas le faire brutalement, bien sûr, du jour au lendemain, mais sur le principe qu'on gère en père de famille. On a été une entreprise pendant très longtemps où notre président est parti, peu importe. Je vous expliquer, et il avait bien raison, gérez votre budget comme si c'était votre argent personnel. C'est tellement facile de gérer, mais à dépenser de l'argent, les gens, c'est pas grave si ça part un peu à droite à gauche. Il y a un problème de mentalité aussi qu'on rencontre très fréquemment en France, mais beaucoup moins ailleurs. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et ce que moi, quand j'étais au FMI ou ailleurs, c'est ce que je disais à tous les gouvernements avec lesquels je travaillais. C'est ce que je vous dis, à la base, il ne faut pas trop s'endetter. C'est quand un père de famille, un bon père de famille qui a un revenu de, je dis n'importe quoi, 10 000, s'il dépense 15 000, ben, il va emprunter d'abord à ses amis, à sa famille, et puis après à la banque, et puis personne ne va lui prêter, et puis après, ben, il va être saisi. Ce sont des problèmes. Et c'est pareil pour un État. Donc il faut vraiment, pour ça que beaucoup de pays ont la discipline budgétaire comme étant une priorité absolue. Parce qu'ils savent que les conséquences peuvent être très compliquées et corriger, c'est trop compliqué. Ça sécurise leur avenir, une telle position. Bien. Et bon, c'est vrai que c'est pas qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment de baguette magique, hein. Le deuxième poste, c'est les biens et services. Oui, c'est les frais de fonctionnement, les voitures de l'État, l'entretien, un truc comme ça. C'est pas évident, on ne va pas quand même laisser le pays délabré, mais ce sont des postes sur lesquels il faut vraiment aller voir où est-ce qu'on peut faire des économies, où est-ce qu'on peut arrêter certaines dépenses excessives. C'est très important. Okay. Les subventions. Et quid de la question tout à l'heure de l'innovation et aujourd'hui, on entend, enfin là, il y a eu des évolutions sur le CIR, mais les montants, tous les montants sont relatifs, mais on a l'impression que l'innovation ne sera pas s'il n'y a pas de CIR. Oui, mais je pense que certains postes de subvention sont très importants, encore une fois, pour l'innovation, pour soutenir les entreprises naissantes, entre autres. Très important. Pareil, ce que Trump veut faire, d'une manière ou d'une autre, c'est faire une politique protectionniste pour protéger l'investissement et l'attirer aux États-Unis. Donc, c'est très important à tel point qu'il est capable de remettre un petit peu en question l'ordre mondial comme on le connaît, la mondialisation, le libre-échange, pour arriver à cet objectif, tellement c'est important. Donc, est-ce qu'on peut sacrifier les subventions pour certains secteurs? Mais certainement, il y a des subventions qui sont inutiles, certainement. Mais là, il faut vraiment aller faire un travail et fouiller. Je vois qu'il y a pas mal de demandes. J'allais dire qu'on attend aussi d'un État qu'il investisse dans des secteurs qui ne rapportent pas d'argent, que ce soit sur les services sociaux, mais aussi sur l'entretien du patrimoine des forêts, sur beaucoup de choses dont les entreprises tirent parti et tirent une rentabilité sans réinvestissement dans la conservation de cette chose-là. Oui, à un moment donné, il faudra juste prioriser les postes de dépenses. Parce qu'on est dans un contexte dans lequel on a un déficit alarmant. Donc, il faudrait faire quelque chose. Donc, on va aller chercher poste par poste et voir. Après, bien sûr, il y a ceux qui ont certains intérêts de maintenir un certain statu quo qui vont être contre. Mais bon, à un moment donné, il faut vraiment une prise de conscience et passer outre. Et se dire, bon, ben là, alors on n'a pas vraiment trop le choix. On doit, pour l'instant, reporter tel type de dépenses, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'on retrouve un certain équilibre et éventuellement après revenir et s'occuper de ces postes-là qu'on avait un peu négligés. Non, c'était juste par rapport à la remarque d'attirer l'investissement aux États-Unis. Finalement, c'est beaucoup lié au coût énergétique européen. Donc, ce n'est pas qu'une question de relance économique, attraction d'investissement. Dans notre cas, c'est l'énergie, en fait, est le principal moteur des relocalisations américaines. C'est pour ça qu'il disait qu'il voulait faire que le prix du pétrole et de l'énergie soit extrêmement bas. Voilà.
On va... Oui. Donc, le dernier poste, c'est les transferts. Les transferts sociaux, dans les subventions, c'est une chose. Les transferts sociaux en sont une autre. Là, pareil, vous voyez que ce sont des postes très délicats. C'est pas évident, vraiment. Chaque fois qu'on va regarder un des postes, il n'y a pas une solution miracle. Le seul moyen, c'est vraiment d'aller dans le détail de détail et de vraiment purger au maximum. Et quand on regarde juste un exemple de comparaison, je vous en prie. Non, non, allez-y, je vais dire après. Juste un exemple de comparaison. J'ai pris juste l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la France, et j'ai pris juste les impôts directs, impôts indirects, les contributions sociales d'un côté, les dépenses en salaire, biens et services et en intérêt de la dette et avantages sociaux d'un autre, juste pour faire des comparaisons. Et je sais pas, si on prend l'Allemagne et la France, qui sont relativement proches, l'impôt direct, bon, ils sont plus ou moins proches. L'impôt en direct, là, c'est pas proche du PIB. La France est supérieure. Contribution sociale, ça se vaut plus ou moins. Et quand on regarde les salaires, 8,1% du PIB comparé à 12,3%. On regarde le reste. La France est raisonnablement placée par rapport aux autres pays. J'ai pas fait tous les pays. J'ai juste pris ceux que j'avais prévus, j'avais appris au début. Bien sûr, la Suède et les Pays-Bas ont des modèles qui sont un petit peu différents. On peut le voir en avantages sociaux, par exemple, qui sont un peu structurés différemment. Mais quand on compare à l'Allemagne, tout se ressemble, sauf les intérêts, parce que la française elle est plus élevée, donc c'est plus que le double, donc c'est le double, donc c'est normal. Mais les salaires restent un poste qui est relativement plus important en France par rapport à l'Allemagne. Donc peut-être, c'est à ce niveau-là que quelque chose pourrait être fait. Mais encore une fois, donc là, on est là pour débattre. Moi, j'ai juste voulu mettre les postes pour juste vous éclairer un petit peu sur quels sont les différents choix et qu'on puisse contribuer, discuter un petit peu ensemble sur qu'est-ce que vous pensez de votre côté qui serait faisable. Vous vouliez intervenir? Donc, j'avais eu un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que dans les dépenses ou les recettes que vous indiquez, il y a des points importants qui ont été cités indirectement par certains des personnes dans l'auditoire. C'est qu'il y a des recettes ou des investissements qui sont porteurs de valeur ajoutée demain et donc de recettes supplémentaires, de développement, tandis que la vaste majorité des dépenses de la France, qui sont les intérêts de la dette, les salaires et les dépenses sociales, n'apportent aucune valeur ajoutée, aucun investissement pour demain. Les petits CICR dont on parlait, les crédits impôt recherche ou autres, c'est pas grand-chose dans le budget de la France et c'est pas ça qui fera changer la donne. Et par contre, ce sont des dépenses très utiles pour développer demain et prévoir demain. Et ce serait dommage si on se oblige de renier là-dessus parce qu'on n'est pas capable de gérer notre modèle de dépenses et qu'on vit au-dessus de nos moyens collectivement depuis quelques décennies maintenant, malheureusement. Et puis, j'avais appris aussi par un professeur que certains d'entre vous, rares, je pense, ont dû connaître, M. Rivlin, quand j'ai fait mes études ici, qu'il n'y a pas d'affectation des ressources aux dépenses. Donc, globalement, on dit, tiens, on va s'endetter un peu plus pour développer le développement durable. C'est pas s'endetter plus, c'est qu'il faut simplement avoir une dette supérieure parce qu'on n'est pas capable de gérer le reste. Donc, si on dit, tiens, on va s'endetter pour faire, je ne sais pas quoi, quelque chose de bien écologiquement, c'est pas vrai. C'est parce qu'on n'a pas su gérer, encore une fois, nos dépenses sociales. Hein. Je vais être clair là-dessus. Très clair là-dessus. Je suis un peu critique, excusez-moi, j'ai un peu plus d'âge que la plupart d'entre vous ici. Et ma question est la suivante, s'il vous plaît. Vous disiez que le Japon avait une dette qui était soutenable à 250%. Qu'est-ce qui fait que dans le cas du Japon, c'est soutenable, alors que dans le cas d'un pays comme les États-Unis ou la France, ça ne le serait, je suppose, pas? Je t'en prie, vas-y, ouais, bien sûr. En fait, la dette japonaise, elle est détenue par le Japon, en fait, voilà. Donc ils n'ont pas de dette extérieure. Voilà. Et la Banque centrale est un petit peu inféodée au gouvernement. Donc, si le gouvernement, le Japon fait du quantitative easing officiellement depuis 1998, même avant en réalité. Donc, quand le gouvernement a besoin d'émettre des obligations, eh bien, elles sont achetées facilement. Donc, malgré ce taux d'endettement très élevé, eh bien, les taux sont très, très bas. Voilà, puisque donc... Et la charge de la dette n'expose pas, il arrive là-dessus. Ah non, pas du tout. Dans le cas du Japon, c'est presque une écriture comptable. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où votre dette est détenue par votre population,
vous le mettez dans un post-det, aussi bien vous en faites une création monétaire, finalement, vous n'avez pas de problématique extérieure, je me trompe? Oui, et ça n'a pas été inflationniste pendant très longtemps. Donc ça a aidé. Voilà. Du coup, je pense que on va mettre fin à cette présentation, débat. Merci beaucoup, Bassem, d'être venu ici partager ton expérience, à tout le monde ici présent et en ligne d'avoir posé ces questions. On mettra en différé un lien pour ceux qui étaient en ligne ou ceux qui n'ont pas pu participer. Et puis voilà, merci à tous. Merci Bassem. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup.